Donc, je m'appelle Paul-Émile Boutoil, je suis pentester et je travaille pour Airbus Protect. Je m'appelle Elie Métari, donc je suis pentester depuis 5 ans environ. Airbus Protect, c'est une filiale d'Airbus qui est détenue à 100% par Airbus, qui a à peu près 1 an d'existence et qui est issue de la fusion de 2 autres boîtes. Donc historiquement, il y avait déjà Airbus Cyber Security et il y avait Apsys. Et Airbus Protect est né de la fusion de ces 2 entités. Bon, déjà, on va parler du pentest à la base. Donc, c'est ce qu'on appelle le test d'intrusion, en fait. Ça va être une méthodologie qui va être implémentée pour trouver des vulnérabilités sur une solution, un produit, une application, etc. Et le pentester, du coup, ça va être le professionnel de la sécurité qui va mettre en place sa méthodologie pour réaliser donc un audit pour un client principalement, dans le but de remonter les vulnérabilités ou bien des faiblesses sur que ce soit un système d'information, une application, un objet connecté, etc. Et ensuite qui va réaliser un rapport pour expliquer comment patcher chaque vulnérabilité ainsi qu'essayer de prioriser le patch à apporter sur chaque vulnérabilité découverte du coup. On a 2 types de quotidiens. On a les quotidiens dans lesquels on est en mission. Donc, par exemple, dans le cas des 2 semaines où on est en train d'auditer une application ou un site web. Donc là, on travaille pour un client et on a les moments où on n'est pas en mission. Quand on va auditer un outil, donc la plupart du temps, c'est des sites web, mais pas systématiquement. On va déjà essayer un petit peu de regarder tout ce qui existe sur le site web. Donc, on va cliquer un peu sur tous les boutons, on va essayer de s'inscrire, on va essayer de voir toutes les fonctionnalités et de repérer des choses qui nous paraissent un petit peu suspicieuses. Ensuite, on va essayer de creuser jusqu'à qu'on trouve un bug. Ce bug-là peut devenir une vulnérabilité, voire une vulnérabilité exploitable. Et si on l'exploite, on fait un screenshot. Et ensuite, il y a la deuxième phase dans notre quotidien, c'est la phase où on écrit les rapports. Et quand on est en intercontrat, on va s'exercer en faisant de la veille, donc c'est-à-dire qu'en se renseignant sur les dernières vulnérabilités qui viennent de sortir, et aussi on s'entraîne sur des machines. En ce qui concerne les types de clients, on fait beaucoup de clients internes du groupe Airbus du coup, que ce soit de l'Airbus hélicoptère, de l'Airbus commercial pour tout ce qui va être aviation ou bien du Defense and Space du coup. Et ensuite on travaille aussi pour des clients externes, donc notamment des grands groupes européens, que ce soit dans le domaine bancaire, aéroportuaire, etc. Les sites web, ça a représenté 80% de nos tests. Ça peut être un logiciel, donc ce qu'on appelle un client lourd. Un client lourd, c'est un logiciel qu'on va avoir sur notre PC et c'est un programme qu'on va exécuter, donc là, il va falloir l'auditer. Voir un client léger, donc ça, c'est un programme qui est plus léger mais qui va se connecter au serveur. On peut avoir aussi, par exemple, des objets connectés. Alors moi, ce que j'aime le plus, en fait, c'est vraiment un métier de recherche. L'idée, c'est que quand on va tomber sur une technologie à auditer, on ne sait pas si derrière, il y a une vulnérabilité ou pas. Et du coup, il va falloir être patient, curieux et minutieux. Donc, il va falloir un petit peu tout tester et essayer de comprendre des mécanismes qui se cachent derrière. Et on n'est pas sûr d'arriver au bout, on n'est pas sûr d'arriver à trouver une vulnérabilité, mais cette démarche de recherche, je la trouve très, très intéressante. Pour moi, ce qui me passionne le plus dans mon travail, c'est un métier où c'est qu'il faut être assez autonome dans ce qu'on fait. Et c'est surtout un métier où c'est qu'on est amené à creuser les sujets sur lesquels on travaille. En fait, on ne peut pas se contenter de regarder une solution juste de surface, tu vois. On est obligé souvent d'aller chercher la documentation d'une solution qu'on audite. Donc c'est surtout ça qui est très intéressant, de penser différemment du coup, pour essayer de détourner l'usage de certaines fonctionnalités à notre profit. Je pense que justement, je vais répondre en prenant le pied opposé. Souvent, quand on parle de cybersécurité, les gens ils imaginent un peu de la rocket science. Ils imaginent des choses incroyablement complexes qui mettent des mois à être préparées. Ça existe, évidemment, ça existe dans les vulnérabilités, mais la majorité du temps, c'est pas vraiment comme ça. Le métier de la cyber, la majorité du temps, c'est des choses bêtes qui sont oubliées. Ça va être, alors évidemment, le cas classique, c'est les mots de passe faibles. L'écrasante majorité du temps, ce qu'on fait, ça demande d'être patient et minutieux, mais ça ne demande pas une énorme technicité. Au contraire, si jamais un jour, on a la chance de jouer quelque chose qui est complexe techniquement, alors là, ça va être le plus grand bonheur. Mais c'est pas exactement comme ça notre quotidien. Je crois, pour un mot de passe, entre 8 et 10 caractères, avec des minuscules, majuscules, caractères spéciaux. Avec les évolutions technologiques qu'on a aujourd'hui, je pense qu'en quelques jours, ça peut se casser un mot de passe comme ça, tu vois. Après, c'est à vérifier ces informations-là, tu vois. Ça dépend de la complexité du mot de passe, quoi.
En termes d'anecdotes amusantes, dans une des boîtes précédentes dans laquelle j'étais, on devait auditer une application qui était malheureusement vulnérable. Donc avec mon collègue avec qui je travaillais à l'époque, on arrive à exploiter cette application. De là, on a des privilèges élevés sur cette machine. Donc on peut faire tout un tas d'actions qu'on ne peut pas faire en tant que simple utilisateur. Notamment, on peut ajouter des choses intéressantes sur la machine. Donc ce qu'on a typiquement des hashes de compte qui ont l'habitude de se connecter à la machine. Une fois que ces hashes ont été dumpés, le but ça va être d'essayer de casser ces hashes pour avoir les clés des mots de passe en fait, pour potentiellement les réutiliser pour se connecter sur d'autres machines, etc. Et là, il s'avère que typiquement, on récupère 80 hashes de compte qui pouvaient se connecter sur cette machine. Et on se dit en fin de journée, casser des hashes, c'est quelque chose qui se fait, mais ça fonctionne pas souvent parce qu'il faut un bon dictionnaire, etc. pour pouvoir faire ça. La probabilité que ça marche, elle est assez faible. Donc on se dit, on va lancer une attaque sur tous les hashes qu'on a récupérés le soir en partant. Et on verra bien le lendemain matin, si on a un peu de chance, il y aura bien un mot de passe qui sera cassé. Tu vois. Le lendemain, en fait, on continue notre pentest. Donc on réouvre notre session et là on voit que l'outil qu'on a utilisé, donc qui s'appelle Hashcat, a terminé du coup. Donc on s'est dit, c'est bizarre quand même, quand une nuit, ça a réussi à passer sur 80 hash, etc. Et on voit qu'en fait, il a cassé 90% des hash qu'on lui a donné. Donc là, on se dit, en fait, il y a eu un problème. Et quand on regarde plus en détail, en fait, on s'aperçoit que 90% des mots de passe qui ont été cassés sont des mots de passe à 2 caractères, en fait. Voilà, c'était une anecdote qui était assez sympathique, c'est que beaucoup de comptes utilisateurs avaient des comptes ayant 2 caractères comme mot de passe. Voilà. Une question qui a souvent été abordée entre collègues. Ce que je peux dire, c'est que la réponse, ça ne fait pas consensus. Tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, évidemment, avec l'intelligence artificielle, mais aussi avec énormément de software qui se lance, on va pouvoir faire des audits de plus en plus automatisés. On a beaucoup d'outils qui existent et qui nous facilitent la tâche, mais on n'a pas d'outils complètement automatiques et capables de réaliser notre métier. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Je pense que peut-être que dans 10 ans, ça existera. Donc ça, c'est d'un côté, c'est que notre métier va être de plus en plus automatisé. Et de l'autre, avec l'utilisation de frameworks, etc., qui sont durcis de base, en fait. Ça va être de plus en plus complexe de trouver des vulnérabilités dans les nouvelles applications, etc., qui vont sortir. Cependant, avec l'essor de tout ce qui va être IoT, objets connectés, etc., je pense qu'on va être confronté à d'autres sortes de vulnérabilités qui vont nous ouvrir des spectres beaucoup plus grands qu'aujourd'hui et qui vont augmenter les surfaces d'attaque des entreprises ou bien des particuliers qui les utilisent. alors c'est pas juste une faille, mais ça va être plutôt une catégorie de failles. Pour l'exemple des sites web, quand on va auditer un site web, ce qu'on va rechercher en particulier, ça va être ce qu'on appelle les entrées utilisateurs. Donc les entrées utilisateurs, c'est par exemple, je veux m'inscrire sur Facebook, on va entrer notre nom, notre prénom, notre adresse mail, notre numéro de téléphone. Donc ça, c'est des informations que veut bien entrer l'utilisateur. Et ensuite, notre navigateur Internet va envoyer une requête au serveur. Le serveur va recevoir les données utilisateurs et il va les utiliser pour son fonctionnement interne. La plupart du temps, il va les stocker dans une base de données. Ces entrées utilisateurs, elles sont très critiques parce qu'il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur et nous, on va essayer de mettre tout et n'importe quoi dedans. C'est un peu l'idée de si on avait une machine à café, plutôt que mettre une pièce, qu'est-ce qui se passe si je mets un caillou? Qu'est-ce qui se passe si je mets un morceau de plastique? Qu'est-ce qui se passe si je mets une feuille? Donc, on a beaucoup de vulnérabilités très courantes qui découlent justement de problèmes de contrôle sur ces entrées utilisateurs. Donc, je peux citer les SQLI. Donc ça, c'est SQL injection. C'est-à-dire qu'en manipulant l'entrée utilisateur, on va pouvoir faire des requêtes directement dans la base de données interne. Donc ça, c'est gravissime. Je dirais que la majorité de nos attaques, elles se concentrent sur les entrées utilisateurs. Moi, les failles les plus courantes que je vois, du broken access control, du coup, typiquement, c'est certaines features de l'application qui sont pensées pour réaliser telle ou telle tâche. Et le développeur qui a réalisé cette feature n'a pas forcément pensé qu'elle pouvait être détournée pour réaliser autre chose, quoi. Donc il y a ce genre de vulnérabilité. Tout ce qui va être credential par défaut qui sont conservés lorsqu'on déploie une solution. Les gens souvent ne pensent pas à changer les mots de passe des comptes génériques. Il faut savoir qu'aujourd'hui en ligne, il y a énormément de wordlists qui existent en fonction des solutions qu'on audite avec les credentials par défaut qui sont utilisés par les éditeurs. Tu vois. Voilà, il y a tout un tas de vulnérabilités comme ça qu'on retrouve quand même assez souvent lors de nos audits. Eh bien oui, trop souvent, on pense que la sécurité, c'est patcher toutes les vulnérabilités. Je pense que c'est très grave de fonctionner comme ça, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que c'est très très dur de patcher toutes les vulnérabilités. C'est un milieu qui évolue très vite, et puis on peut avoir une nouvelle vulnérabilité qui sort sur un type de technologie, donc qui n'était pas prévu. Donc je pense que c'est illusoire de penser qu'on peut tout patcher. Et la deuxième raison, c'est que le plus important, c'est qu'est-ce que peut faire un attaquant une fois qu'il a pris le contrôle d'une machine. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est trop délaissé par les entreprises en général. Il y a beaucoup trop de réseaux professionnels qui ont pour moi été mal conçus à la base. Et après, ça coûte beaucoup d'argent à une entreprise de refaire un petit peu tout le réseau, mais c'est vraiment essentiel. Il faut imaginer ça comme un château fort. C'est pas parce qu'on a cassé la première porte qu'on va forcément pouvoir tout avoir et avoir la salle du trésor.
on a plusieurs zones différentes qui vont être protégées. Et donc, je pense que c'est finalement pas si compliqué que ça de faire des réseaux imperméables et de bien contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur, et que ça complique énormément la tâche des attaquants en cas justement de vulnérabilité sur la surface numérique d'attaque. Le premier, déjà, c'est sensibiliser vos utilisateurs, parce que souvent, dans 80% du temps, c'est un mail qui va être envoyé, un mail de phishing, etc. La vulnérabilité, elle va être humaine. Ensuite, cartographier, réaliser des matrices de flux de votre réseau, des différents composants qui communiquent entre eux, etc. Soyez bien au courant de votre surface et réalisez des pentests au moins une fois par an, histoire d'évaluer un peu votre niveau de sécurité du coup. On va dire que l'outillage, c'est plutôt propre à chacun. On va chacun avoir un petit peu nos méthodes à nous. Et c'est assez courant finalement qu'on réalise la même action mais avec des outils différents. Je pense que l'outil le plus indispensable d'un pentester, ce serait Burp. Donc ça, c'est un outil qui permet de se mettre entre nous et le site internet, si on parle d'un site internet, et qui va voir les requêtes qui vont passer et qui va pouvoir les modifier. Et notamment, on utilise ça pour envoyer des requêtes malveillantes ou pour vérifier bien ce qui est communiqué. Après, on a d'autres outils classiques. On peut avoir Nmap. Pour les SQLI, il y a SQLmap qui est assez courant, qui permet d'automatiser ce genre d'attaque. Moi, j'adore tout ce qui est mobile, etc. Donc, bien sûr, on va utiliser tout ce qui va être du Frida, du Brida, de l'objection pour réaliser des audits d'applications mobiles, du coup, pour tout ce qui est reconnaissance. Donc, une partie un peu OSINT de notre métier, tu vois. Là, c'est plus des outils qu'on va essayer de se développer nous, typiquement pour investiguer les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a une marge de développement aussi dans notre métier pour arriver à obtenir les outils qui vont combler au mieux nos besoins, quoi. Moi, j'ai étudié à l'université de Bordeaux. J'ai fait un master en informatique. C'était un master orienté recherche. On va dire, c'est assez proche des mathématiques. Ça s'appelait algorithmes et méthodes formelles. Et après, j'ai dévié, j'ai travaillé au ministère des Armées pendant 5 ans à Paris. Et c'est dans ce milieu-là que j'ai découvert un petit peu la cybersécurité. Et c'est plutôt de manière pratique que j'ai appris le métier. J'ai jamais eu de cours spécifiques à la cybersécurité, ni d'ailleurs au réseau. C'était pas du tout mon domaine de compétences. À la base, je suis issu d'une école d'ingénieur informatique généraliste, donc l'école 3e. Je me suis spécialisé dans tout ce qui était cybersécurité en dernière année via des options qu'on choisit en dernière année de master. Donc j'ai commencé ensuite dans tout ce qui était pentest, intrusions via l'entreprise Sogeti, donc au sein de l'entité ESSEC à Toulouse du coup. Ensuite, j'ai travaillé pour une jeune start-up toulousaine qui s'appelle Predictalab, qui travaille dans tout ce qui est OSINT, principalement développement d'outils d'OSINT ainsi que OSINT sur des personnes, des sociétés, etc. Et enfin, j'ai rejoint donc Airbus Protect depuis quasiment 2 ans. C'est que là, je dédie 100% de mon travail à tout ce qui va être activité de pentest du coup. Là, aujourd'hui, il y a tout un tas de plateformes qui existent, qui n'existaient pas forcément à notre époque quand on a voulu se lancer dans ce métier-là, etc. Aujourd'hui, c'est une énorme chance pour les jeunes qui veulent rentrer dans le domaine du coup. Vous avez des plateformes style RootMe, TryHackMe, Axobox qui permettent de se former au métier de la cybersécurité, que ce soit de l'offensif ou bien du défensif. Il y a tout un tas de livres aussi qui existent sur différentes solutions. Typiquement, si vous avez une appétence pour tout ce qui va être application web, vous avez The Web Application Hacker Handbook, quoi, qui est la Bible dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a énormément de chaînes YouTube, de comptes Twitter qui relayent énormément d'informations sur ce sujet-là, quoi.